La Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question qui portait sur l'indemnisation intégrale des victimes de fautes inexcusables. C'est un arrêt donc de principe publié sur le site de la Cour de cassation qui est magnifique à plein d'égards. Je vais essayer de vous analyser tout ça. La vidéo sera peut-être un peu longue, donc je ferai un chapitrage sous la vidéo pour que vous vous repériez mieux dedans. Voyons donc de quoi il en retourne. Eh bien, voilà. Il y avait donc une QPC qui avait été posée. La QPC, elle est là. Et cette QPC, quand vous la relisez, il y a un truc qui vous saute aux yeux tout de suite, c'est de vous dire, mais cette question, elle a déjà été posée. Elle a déjà été posée. Pourquoi? Parce que c'est exactement à la virgule près celle que la Cour de cassation avait transmise en 2010 et qui avait donné lieu à la décision du Conseil constitutionnel en 2010. Donc là, vous vous dites, il y a un problème. On ne peut pas poser deux fois la même question au Conseil constitutionnel. Et c'est ce que nous rappelle la Cour de cassation au début de son arrêt en nous disant, pour pouvoir poser la même question au Conseil constitutionnel, il faut arriver à identifier est-ce qu'il y a un changement de circonstance. C'est ce que nous dit effectivement l'ordonnance de 1958. Et les changements de circonstances, si vous faites une recherche donc dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il vous dit il y a deux types de changements de circonstances que j'admets. Soit c'est un changement de circonstance de droit, soit c'est un changement de circonstance de fait. Alors le changement de circonstance de droit, il faut bien comprendre une chose, c'est que le Conseil constitutionnel dit on peut me poser des questions sur le même texte, il faut juste que le texte soit changé. Soit changé de manière pas à une virgule près, mais dès lors que le texte a été changé, quel que soit le sens dans lequel il a été changé, entre guillemets, mais dès que le texte a changé, on peut me reposer la question et je réexaminerai la conformité de ce texte à la Constitution. Donc, vous voyez que pour pouvoir reposer exactement la question qui avait été posée en 2010, en 2023, il faut arriver à identifier un changement de circonstance de droit. Et on peut aussi évoquer un changement de circonstance de fait. Alors ça, c'est beaucoup plus dur à caractériser parce que, entre guillemets, là j'ai écrit que c'est un tremblement de terre. Il faut vraiment qu'il y ait une évolution de la société telle que, en gros, on n'est plus dans le même contexte que la loi précédente. Et là, en l'occurrence, en fait, on peut identifier deux changements de droit et un changement de fait. Alors, le premier changement de droit qui vous vient de manière la plus évidente à la tête, c'est évidemment les arrêts d'assemblée plénière de 2023 que j'ai abondamment commenté sur cette chaîne. Dans ces arrêts, la Cour de cassation nous dit, effectivement, dorénavant, le déficit fonctionnel permanent, ça n'est plus indemnisé par la rente, donc les victimes de fautes inexcusables peuvent demander la réparation intégrale de ce DFP et elles peuvent évidemment demander la réparation distincte, donc causée par les souffrances physiques et morales qui ne sont plus dans la rente, nous dit la Cour de cassation. Mais là, tout de suite, vous vous dites, ok, c'est bien gentil, mais c'est juste de la jurisprudence. C'est pas de la loi. Le texte, en l'occurrence, de l'article 452.3, il n'a pas changé d'une virgule depuis 2010. D'accord? On n'y a jamais touché à ce texte. Et là, justement, on propose de le modifier dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et tout le monde est un peu surpris par cette modification suggérée. Mais vous voyez que le texte en lui-même, il est absolument identique. C'est simplement son interprétation par la Cour de cassation qui a changé. Mais la jurisprudence, c'est pas de la loi. Alors là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, parce que ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, j'ai déjà fait une vidéo sur cette question. Et la réponse, donc, elle est ici. Elle est ici dans un arrêt que j'avais commenté à l'époque où la Cour de cassation avait dit « J'admets de revenir sur ma propre doctrine ». Je vous renvoie à cette vidéo. Mais, en fait, un revirement de jurisprudence par deux arrêts d'assemblée plénière qui ont fait l'objet d'une motivation renforcée, je vous renvoie aux arrêts où elle analyse tout son raisonnement et toutes les raisons qui la conduisent à modifier sa jurisprudence, eh bien un revirement de jurisprudence par l'assemblée plénière avec une motivation renforcée, eh bien c'est bien un changement de norme ou bien un changement des circonstances de droit. Et c'est ce qu'avait dit donc l'assemblée plénière donc, dans cet autre arrêt. Elle avait dit en fait la prise en considération d'un changement de norme tel qu'un revirement de jurisprudence. Et c'est ça qui m'avait amené à faire la première vidéo où j'avais dit « Waouh, pour la première fois, la Cour de cassation reconnaît que sa jurisprudence, c'est de la norme. » Et elle le répète juste après en disant « Un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, ça satisfait
à l'impératif de prévisibilité de la norme, d'accord? Donc une motivation renforcée, c'est de la norme, et la Cour de cassation enfonce le clou une troisième fois à la fin de son arrêt en disant la nouvelle norme modifiée que constitue ma jurisprudence, eh bien, patati patata. Donc vous voyez bien qu'en fait, cet arrêt de 2021, c'était suffisant pour faire valoir que les deux arrêts d'assemblée plénière sur le déficit fonctionnel permanent, c'est bien un changement des circonstances de droit, et cette jurisprudence, en fait, cette norme modifiée, en fait, elle s'incorpore dans l'article 452.3. Donc, quand bien même cet article 452.3 n'a jamais été modifié d'une seule virgule, eh bien, ces deux arrêts d'assemblée plénière qui s'incorporent à cet article ont bien modifié cet article. D'accord ? Donc il y a bien un changement des circonstances de droit. Deuxième changement des circonstances de droit, eh ben, c'est quand même les 12 rapports annuels de la Cour de cassation. Depuis 2010 jusqu'à son dernier rapport annuel en 2022, dans tous ces rapports annuels, j'ai jamais vu ça pour aucune autre suggestion de modification de la loi, dans tous ces rapports annuels, elle dit « Je propose que l'on modifie l'article 452.3 pour reconnaître l'indemnisation intégrale des préjudices qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. » Donc la Cour de cassation, ça fait 10 ans, enfin 12 ans maintenant, qu'elle prône l'indemnisation intégrale des victimes de fautes inexcusables. Et à chaque fois, elle recense dans son rapport toutes les objections qui lui sont faites, et notamment les objections de la direction de la sécurité sociale dont on parlera à la fin de cette vidéo, et à chaque fois, elle les balaye d'un trait en disant « Cette importante suggestion que je fais », d'accord, elle conserve toute sa pertinence. Elle présente un caractère essentiel au regard de tous ces enjeux, au regard de la réparation des victimes. Donc vous voyez bien que 11 rapports annuels successifs de la Cour de cassation, c'est bien un changement des circonstances de droit, c'est bien, 11 rapports annuels de la Cour de cassation, ça vaut bien une décision du Conseil constitutionnel en 2010. Et vous voyez que la question qui était posée à la Cour de cassation, elle l'enfermait un peu dans une impasse logique. C'est-à-dire que la Cour de cassation, à travers 11 rapports annuels où elle dit « je veux l'indemnisation intégrale du préjudice », on lui pose la question de savoir est-ce qu'on ne devrait pas renvoyer au Conseil constitutionnel cette question-là, on s'attendrait à ce que la Cour de cassation dise oui, effectivement, je vais renvoyer, puisque je ne peux pas dire dans mes rapports annuels quelque chose que je refuserais au titre de la QPC. Et pourtant, elle l'a fait. Bref, on va y revenir après. Donc, premier changement de circonstances de droit, les arrêts d'assemblée plénière. Deuxième changement de circonstances de droit, les 12 rapports annuels de la Cour de cassation. Troisième changement, et cette fois c'est le changement des circonstances de fait. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo sur le projet de loi de financement de la Sécu, en 2010, le Conseil constitutionnel nous dit les victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles, en fait, elles ont une réparation qui est forfaitaire, qui n'est pas intégrale. Et ça, c'est compensé par quoi ? Par le fait que, en fait, la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est sécurisé. Et le Conseil constitutionnel dit après, en fait, pour la faute inexcusable, il n'y a pas de réparation intégrale, justement parce que, au préalable, on a instaurer cette reconnaissance automatique, rapide et sécurisée des maladies professionnelles et des accidents du travail. Et là, en 2023, on a envie de dire non, ça c'est complètement faux. Factuellement, c'est complètement faux. D'accord ? La reconnaissance des maladies professionnelles, c'est pas automatique. D'accord ? Vous prenez le dernier rapport annuel de l'assurance maladie, on vous dit que la reconnaissance des maladies professionnelles, c'est 60%. D'accord ? Pour 100 maladies qui sont déclarées, il n'y en a que 60 qui sont reconnues. Je vous renvoie à ma précédente vidéo sur les cancers. Pour les cancers, on est de l'ordre de 2%, et pour les cancers hors tableau, on est à l'ordre de 0,02%. Donc qu'on ne vienne pas me dire que c'est automatique, d'accord ? Qu'on ne vienne pas me dire non plus que c'est rapide. Faire reconnaître une maladie hors tableau, à l'heure actuelle, c'est 240 jours. C'est pas rapide ça, et les délais se sont allongés à travers le temps, d'accord ? Alors, vous allez me dire, oui, ok, mais ça c'est les maladies professionnelles. Les accidents du travail, la reconnaissance, elle est beaucoup plus rapide. Et j'ai envie de dire, ok, mais dans ces cas-là, la reconnaissance d'un accident de la circulation, c'est encore plus rapide. On fait un constat amiable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la rapidité de la reconnaissance des accidents du travail, même ça, elle est discutable. Parce que c'est ça l'élément de comparaison. Comment on reconnaît un accident du travail ? Comment on reconnaît un accident de la circulation ? C'est vraiment deux événements qui sont poreux l'un vis-à-vis de l'autre. Donc la reconnaissance des AT, même elle n'est pas si rapide que ça. Et enfin, pour ce qui est de la sécurité, alors là, je vous renvoie encore à ma précédente vidéo, mais vous
voyez, à l'heure actuelle, on sait très bien que dans les maladies hors tableau, il y a les C2RMP qui doivent rendre leur avis, et ils rendent des avis qui sont une totale loterie. Donc c'est pas sécurisé, c'est pas automatique, c'est pas rapide, c'est pas sécurisé. Donc en 2023, on sait que les considérations du Conseil constitutionnel en 2010, elles sont largement désuètes, pour ne pas dire plus. Et si vous voulez vous en convaincre, encore une fois, il faut se rapporter au rapport qui avait été rendu au gouvernement, dans lequel en fait il y a une commission qui évalue en fait la sous-déclaration, le coût réel pour l'assurance maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, on estime à 1,2 jusqu'à 2 milliards d'euros cette sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette sous-déclaration-là, qui se chiffre en milliards d'euros, elle vous montre bien que ça n'a rien d'automatique, de sécurisé, de rapide de déclarer un AT ou une maladie professionnelle, puisqu'il y a plein de gens qui renoncent à le faire, qui ne le font pas, à hauteur de milliards d'euros. D'accord? Et vous pouvez aussi revoir les autres rapports de l'assurance maladie. Donc on peut véritablement identifier au moins 2 changements des circonstances de droit, et on peut aussi sérieusement se pencher sur la question d'un changement des circonstances de fait. Mais malgré tout ça, la Cour de cassation a refusé de renvoyer la QPC, et voilà la solution donc de la Cour de cassation. D'abord, elle nous rappelle donc la décision donc, de 2010 du Conseil constitutionnel. Et elle nous rappelle cette fameuse réserve d'interprétation qui dit que, eh bien, pour tout ce qui n'est pas couvert par le livre 4 de la sécurité sociale, on peut effectivement demander une indemnisation intégrale du préjudice. Et la Cour de cassation nous dit juste après, là dans ce paragraphe-là, elle nous dit, en gros, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce revirement de jurisprudence. Dorénavant, le déficit fonctionnel permanent, il n'est plus dans la rente. Les souffrances physiques et morales ne sont plus dans la rente, elles sont indemnisées intégralement. Et alors, il y a ce petit bout de phrase qui est très très important. Ce revirement de jurisprudence, il a été considéré par la majorité de la doctrine, en gros tous les profs universitaires, comme étant plus favorable aux victimes. Dès lors que ce revirement de jurisprudence, il est plus favorable aux victimes, alors ça respecte bien ce que voulait le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2010, donc il n'y a pas de changement des circonstances de droit, donc je ne renverrai pas à la QPC pour cette raison-là. Alors si vous reprenez ça posément, il y a plusieurs observations qu'on peut faire valoir à ce propos. D'abord, vous voyez bien que la Cour de cassation se réfère à sa propre jurisprudence de l'Assemblée plénière de janvier 2023. Ce qui vous montre bien que cette référence à sa jurisprudence, c'est bien, elle le considère bien, et elle ne le discute même pas, comme étant un changement des circonstances de normes, de droit. D'accord ? Donc c'est bien, ça nous confirme ce que je vous disais tout à l'heure, qu'un arrêt d'assemblée plénière, c'est certes une interprétation du droit, mais une interprétation du droit qui s'incorpore dans le droit. Donc déjà, pour ça, c'est intéressant. D'accord ? Et après, la Cour de cassation nous dit, voyez, mon revirement de jurisprudence, il est favorable aux victimes, donc je ne renvoie pas. Et là, on se dit, mais déjà, c'est peut-être plus favorable aux victimes, mais à l'heure actuelle, les employeurs disent que pour eux, c'est atroce, les compagnies d'assurance disent c'est atroce, à tel point qu'ils sont en train d'essayer de faire voter dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale un texte qui abroge cette jurisprudence de l'Assemblée plénière, d'accord ? Donc, voilà, le raisonnement de la Cour de cassation, il est étrange de dire, en fait, quand on apprécie un changement du droit, des circonstances de droit, on apprécie juste est-ce que le droit a changé ou pas. Et c'est ce que dit le Conseil constitutionnel dans le reste de sa jurisprudence. Si la loi a changé, on peut me reposer la question. Et là, la Cour de cassation dit, la loi, elle a changé, mais elle a changé en mieux pour les victimes, donc je ne renvoie pas. Mais c'est un jugement de valeur, ça. Et ce jugement de valeur, il n'a pas lieu d'être. Parce que ce jugement de valeur, il dépend du point de vue vis-à-vis duquel on se place. Évidemment, si on se place du côté des victimes, on se dit, effectivement, il y a eu un changement de la norme qui est plus favorable aux victimes. Mais si on se place du côté des employeurs, si la question avait été posée par un employeur, c'était difficile de lui répondre, oui, on a fait mieux pour les victimes, donc je ne renvoie pas votre QPC parce qu'il n'y a pas de raison d'être, alors que cette nouvelle jurisprudence, elle vous est défavorable. Donc vous voyez que cet argument, en fait, il est très étrange. Mais en fait, à travers cet argument,
il y a déjà une réponse sous-jacente de la Cour de cassation au gouvernement, parce que, comme je vous l'ai expliqué, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est proposé de briser la jurisprudence de l'Assemblée plénière, il est proposé de ne plus indemniser au titre de la faute inexcusable les souffrances physiques et morales, et là la Cour de cassation vous dit, je renvoie pas, parce que ce que j'ai fait c'est mieux pour les victimes, mais donc en creux, ça veut dire que je renverrai si vous votez un truc qui est défavorable aux victimes. Donc c'est pour ça que cet arrêt, je le trouve magnifique, c'est qu'on se dit, mais au détriment de la séparation des pouvoirs, au détriment de Montesquieu qui doit se retourner dans sa tombe à l'heure actuelle, la Cour de cassation est en train de dire, en refusant de renvoyer devant la QPC, aux législateurs, attention à ce que vous faites. Parce que si vous faites un truc qui est défavorable aux victimes, là, pour le coup, je vais me fâcher. Donc je trouve que c'est assez marrant. Et après, la Cour de cassation nous dit toutes les autres circonstances, alors elle les recense même pas, parce que la Cour de cassation, vous savez, quand elle écrit un arrêt, si elle peut en dire le moins possible, elle en dit le moins possible. Et donc elle dit les autres circonstances n'affectent pas du tout la portée donc, de cette disposition. Alors ça c'est violent pour la Cour de cassation, parce qu'en gros, elle est en train de dire, tous les rapports annuels que j'ai faits pendant 12 ans, ces rapports annuels, en fait, ils servent à rien. D'accord ? Je fais des suggestions de modification de la loi, mais en fait, j'y crois moi-même même pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, il y avait quand même 12 rapports annuels où elle disait qu'il faudrait indemniser intégralement. On lui pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas renvoyer sur cette question devant le Conseil constitutionnel ? Et elle dit, ouais, finalement, mes rapports annuels, bon, allez, c'est pas grave. On fait comme s'ils n'existaient pas. D'ailleurs, je vais même pas les citer d'ailleurs dans ma décision sur la QPC. Et enfin, sur les circonstances de fait, eh bien, voilà, on est devant la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est marqué sur son site internet. En gros, c'est un juge du droit, c'est pas un juge du fait. Donc, vous pouvez lui présenter tous les arguments factuels que vous voulez. Et bien, à la fin, ça changera rien. Je voudrais faire quelques propos maintenant conclusifs sur cette question de la faute inexcusable, parce que en fait, on l'a brandi comme étant une sorte d'épouvantail. Je vous ai dit, en fait, la direction de la sécurité sociale, d'accord, elle s'oppose chaque année à cette suggestion que fait la Cour de cassation de réparer intégralement le préjudice des victimes de faute inexcusable. Et il y a un épouvantail auquel je voudrais tordre le cou une dernière fois pour toutes. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de mieux que de faire des mathématiques pour démontrer que quelqu'un a tort. Alors, la Cour de cassation, la direction de la sécurité sociale, elle nous dit chaque fois que, en gros, si on indemnise intégralement les victimes d'infractions, ça va créer un risque financier important pour la branche accident du travail, maladie professionnelle. Ça va créer des faillites d'entreprises. Ça va être l'horreur pour les compagnies d'assurance. Mais vraiment, c'est atroce. C'est le tsunami, quoi. C'est le tsunami. Et il faut vraiment tordre le cou une fois pour toutes à ce genre d'épouvantail. Moi, ça me gêne toujours quand on brandit des menaces comme ça, alors qu'elles sont même pas chiffrées. On n'arrive même pas à les évaluer. D'accord ? Depuis les arrêts d'assemblée plénière de janvier 2023, il n'y a pas eu une explosion des instances en reconnaissance de faute inexcusable, d'accord ? Et revenons-en à ce que représente la faute inexcusable dans le budget, d'accord, de la branche accident du travail, maladie professionnelle. Juste pour ceux qui ne sont pas tout à fait aguerris à ça, il y a la branche assurance maladie, donc ça c'est en gros, c'est financé par la CSG, c'est ce qui vous permet de vous soigner quand vous avez une maladie normale, et puis vous avez la branche accident du travail, maladie professionnelle, qui elle est entièrement financée par les employeurs à travers les cotisations que la CARSAT leur demande, d'accord ? Donc en fait, la branche accident du travail, maladie professionnelle, elle est toujours à l'équilibre. Pourquoi ? Parce que, en fait, si sur une année donnée, il y a quelques milliards d'euros d'accidents du travail, de maladie professionnelle, eh bien l'année suivante, en fait, les caisses vont demander aux employeurs, vont calculer les cotisations pour que les employeurs payent exactement ce qui a été dépensé l'année d'avant. Donc c'est une branche qui est toujours forcément à l'équilibre. Et là, on vous dit, les arrêts d'assemblée plénière, l'indemnisation intégrale des victimes de faute inexcusable, ça va tout casser. Ça va être le risque financier va faire que tout va exploser. Et quand vous reprenez en fait dans l'avis de l'avocat général, M. Gaillardot, dans les arrêts d'assemblée plénière, sur le site de la Cour de cassation, vous retrouvez son avis, il y a ce passage-là où il se fonde, d'accord ? Il se fonde littéralement sur les éléments qui lui ont été transmis par la Caisse nationale d'assurance maladie, et on vous dit en fait, la branche accident du travail, maladie professionnelle, c'est 8 milliards d'euros. Et sur ces 8 milliards d'euros, la faute inexcusable, c'est 146 millions d'euros. D'accord ? 8 milliards, 146 millions. Eh bien, vous faites le calcul.
D'accord? C'est un calcul simple, hein. Si vous rapportez ce que coûte la faute inexcusable par rapport au budget total de la branche accident du travail, maladie professionnelle, ça représente 1,8%. D'accord? 1,8%, c'est même pas 2%, c'est dérisoire. La faute inexcusable, elle est famélique dans le budget de la branche AT-MP. D'accord? Et même, s'il y avait un tsunami de nouvelle instance, même s'il y avait plein de contentieux en faute inexcusable, mais ça resterait toujours à peine négligeable, à peine perceptible. D'accord? Donc, vous voyez, on sait, je vous renvoie au rapport qui avait été fait par Morane Kaimbago et Delphine Serre, on sait qu'actuellement, les instances en faute inexcusable, c'est à peu près 3 000 € par an. C'est un truc qui est stable dans le temps. D'accord? Donc, même si c'était multiplié par 2 ou 3, mais ce tsunami, entre guillemets, de nouvelles instances, ça serait toujours rien par rapport à la sous-déclaration massive que je vous ai décrite tout à l'heure et qui, à l'heure actuelle, coûte 2 milliards d'euros à l'assurance maladie. D'accord? Ces 2 milliards d'euros, ils devraient être dans la branche AT-MP. Ils sont dans la branche maladie. Pourquoi? Parce que les gens ne déclarent même pas leur accident du travail. Donc s'ils déclarent même pas leur accident du travail, leur maladie professionnelle, qu'est-ce qu'on est à se demander? Est-ce qu'ils vont faire reconnaître leur faute inexcusable? Parce que pour faire reconnaître la faute inexcusable, il faut au moins au préalable avoir fait déclarer son accident du travail. Donc vous voyez que cette espèce de chimère, d'épouvantail qu'on brandit à propos des avancées de l'Assemblée plénière qui devraient mettre à mal toute la branche accident du travail maladie professionnelle, quand on se rend compte que la faute inexcusable c'est 1,8% du budget AT-MP, on se dit mais c'est n'importe quoi. C'est des gens qui raisonnent, qui sont déconnectés de la réalité, qui savent même pas faire une simple règle de 3. D'accord? Donc voilà, la faute inexcusable, c'est important parce que ça permet de moraliser l'attitude de certains employeurs qui n'en ont strictement rien à faire de la sécurité de leurs salariés. Donc la faute inexcusable, elle a cette vertu pédagogique que quand un employeur n'a rien fait pour protéger son salarié, il est sanctionné et il doit être durement sanctionné. D'accord? Parce que ces employeurs-là, ce ne sont pas des employeurs vertueux et même s'ils font faillite, je veux dire, ça m'émeut pas plus que ça. Je préfère avoir des employeurs qui sont vertueux, qui font attention à la sécurité et la santé de leurs salariés, plutôt que de maintenir des entreprises qui, au contraire, n'en ont strictement rien à faire. Voilà. Donc c'était pour vous dire que cet arrêt, il est magnifique. Il nous plonge au cœur de cette problématique dont vous avez compris qu'elle me tient très à cœur. Et évidemment, on se retrouve pour de prochaines aventures à propos de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va voir s'il est maintenu tel quel ou si, au contraire, il va être amendé. Voilà. À bientôt.